Lisette Lapointe, Jean-Bernard Marchand, Jean-Claude Gobé, Florent Michelot. Jeune loup et vieux lion. Et voici Rémi Trudel. Léo Biro-Blouin, la question va de soi au départ. Le sommet. Le sommet. Vous y étiez. Vous avez joué votre rôle de conseillère à la première ministre. On vous a vu les yeux clairs, froncer les sourcils quelquefois. C'est ce qui se passe dans un sommet. Quel est votre bilan 15 jours après? Bon, on l'a vu, le bilan de Mme Marois, du gouvernement, etc. Bon, on est ici. Vous, là, avec le maximum de candeur, en essayant de penser que personne nous écoute, ce qui n'est pas vrai, à la radio, c'est quoi votre bilan, Léo Biro-Blouin? Ben, moi, c'est sûr que je suis dans une situation où je peux analyser analyser, disons, les résultats de ça de mon point de vue aussi d'ancien représentant étudiant, mais aussi de mon point de vue de parlementaire. Puis, dans les deux cas, moi, je suis assez satisfait du sommet sur l'enseignement supérieur pour toutes sortes de raisons, mais d'abord parce que sur des questions importantes comme la question des prêts et bourses, par exemple, il y a eu des avancées majeures pour les étudiants. Par exemple, on va augmenter le seuil de contribution parentale pour les étudiants, donc le seuil à partir duquel les gens vont pouvoir bénéficier des prêts et bourses. Puis juste pour donner un exemple, ça fait en sorte qu'une famille qui a 2 enfants, qui a un revenu de 80 000 $ de revenu familial, son enfant va quand même avoir une bourse. Et c'est à peu près une famille sur 2 au Québec qui se trouve dans cette situation. Ensuite, sur la question du financement des universités, qui est aussi une demande qui existe depuis longtemps, tant du milieu étudiant que du milieu universitaire en général. On parle de 800 millions de dollars récurrents qui va être investi de plus dans les universités à partir de 2018-2019. Un sujet qu'on a peu abordé aussi, mais la liberté académique. Hein, le fait que beaucoup s'inquiètent, par exemple, des impacts que peuvent avoir certains investissements privés sur la liberté en recherche, tout ça. Et ça, on n'a pas beaucoup parlé dans le printemps dernier, mais c'est une grande préoccupation, notamment des étudiants. Le gouvernement du Québec s'est engagé à mettre sur pied une loi cadre qui va protéger cette liberté académique. Maintenant, sur la question épineuse, la question litigieuse, qui est celle des droits de scolarité, ce que le gouvernement a annoncé, c'est qu'elle allait ajuster les droits de scolarité aux revenus disponibles des familles. Et moi, je trouve que c'est une bonne mesure pour la raison suivante. C'est que dans les 40-50 dernières années, ce qu'il y a eu, c'est des périodes de gel de droits de scolarité suivies d'importantes périodes d'augmentation, des chocs tarifaires qui ont fait subir à la même génération, ou même quelques étudiants, une augmentation très, très importante. Puis je pense qu'on l'a vu avec la réaction des partis d'opposition. Je pense qu'on a réglé pour les décennies à venir cette question-là des droits de scolarité en assurant une prévisibilité. Puis je pense qu'avec en ajustant aux revenus disponibles, on s'assure que en pourcentage dans la poche des familles, ça reste le même. Comme en ce moment, on parle d'à peu près de 13% du coût total de formation qui est assumé par les étudiants. Puis ça va rester fixe avec le temps, ça va même légèrement diminuer. Donc cette question-là d'augmentation des droits de scolarité, ça dépend toujours comment on le regarde, parce qu'il faut bien comprendre qu'un dollar d'aujourd'hui, hein, c'est pas le même dollar dans 15 ou dans 20 ans. Et donc en pourcentage de coût de formation, ça va être égal, même légèrement diminué à travers le temps. Donc je suis très conscient que ça va pas aussi loin, c'est pas la gratuité, c'est pas le gel que certains auraient souhaité, mais je pense qu'à un moment donné, il faut apprécier les victoires, puis la politique, puis la négociation, c'est l'art du possible. Oui. Je pense que là, on a été très loin là-dedans.